Bonsoir. On va faire le cours des certificats et des documents médicaux. En plan du cours, on a une introduction, principaux documents médicaux comme le certificat médical, l'ordonnance médicale et le dossier médical et conclusion. Toute atteinte à l'intégrité corporelle, soit organique ou psychique, d'origine pathologique ou traumatique, est susceptible d'ouvrir un droit à une compensation ou un avantage social, générer des dépenses pour les collectivités, entraîner quelquefois sanctions pour tierces responsables. Pour ce faire, le patient ou la victime a besoin d'un certificat médical pour justifier son état de santé. Donc, des certificats médicaux de toutes sortes sont toujours demandés au médecin par soit le malade ou ses ayants droit, soit par le blessé, soit par les individus bien portants. Ces certificats médicaux ou sa délivrance constitue un acte courant de la vie pratique et leur rédaction constitue une partie intégrante de l'exercice médical. C'est un acte médical régi par la loi et obéit à un certain nombre de règles. Les principaux documents médicaux, on commence par le certificat médical. Pourquoi, avant que je continue mon cours, pourquoi on vous fait étudier ce cours des documents médicaux? Premièrement, c'est pour vous apprendre à rédiger des certificats médicaux conformément aux règles de l'exercice médical. Deuxièmement, c'est pour vous faire connaître la législation régissant la rédaction de ces certificats médicaux ainsi que leurs sanctions. Troisièmement, c'est pour vous attirer votre attention sur l'importance de l'établissement de ces certificats médicaux qui peuvent engager votre responsabilité sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Et dernièrement, c'est pour vous faire connaître les différents types de certificats médicaux facultatifs et obligatoires. On revient à notre certificat médical. Le certificat médical est un acte officieux rédigé par écrit, n'est pas un acte oral, destiné à constater, c'est-à-dire on fait une constatation ou à interpréter. Soit on constate, soit on interprète, soit les deux. Un fait d'ordre médical parce que c'est un certificat médical. La rédaction de ce certificat médical est toujours un acte grave de l'exercice de la médecine qui suppose des connaissances médico-juridiques. Veut dire, la rédaction de ce certificat ne peut pas être faite par n'importe quelle personne. Par exemple, un commerçant ne peut pas délivrer un certificat médical. La rédaction peut être d'ordre pénal, comme déposer une plainte, d'ordre civil, pour demander une réparation d'un dommage subi, d'ordre social comme le cas des demandes de pension et de congé maladie, ou autre ordre comme une vaccination, un état de bonne santé. On a dit que c'est un acte grave qui engage la responsabilité du médecin sur 3 plans, pénal, civil et disciplinaire. Ce certificat médical, c'est le témoignage de la confiance accordée aux médecins par la société, mais seulement cette importance et la tendance à la facilité de sa délivrance ont fait perdre son importance. Et actuellement, le certificat médical ne représente dans l'esprit d'une grande partie du public qu'un simple papier de formalité. Pour la rédaction du certificat médical, on a des règles à suivre. On a des principes de forme et des principes de fond. Pour les règles de fond ou les principes de fond, premièrement, le certificat médical ne doit être établi qu'après examen clinique du malade. C'est-à-dire, on ne peut pas délivrer un certificat sans voir et examiner ce malade-là. Deuxièmement, par exemple, on a le cas des certificats de pneumoptysie au niveau des pavillons des urgences qui sont remplis par l'infirmier ou par une personne, un agent ou n'importe quelle personne, alors que le médecin, il signe seulement sans voir le malade. Alors que ce malade-là peut être
décédé. On ne sait pas. Deuxième condition, le certificat médical doit être l'expression la plus stricte de la vérité et il doit rendre compte fidèlement et objectivement des constatations faites sur l'examen du malade ou de l'intéressé. C'est-à-dire, il doit refléter la vérité. On ne peut pas mettre des faits qui sont mensongères. On ne peut pas mettre des faits qui sont incorrects. On ne peut pas dissimuler une maladie ou une grossesse. On ne peut pas mettre des faits inexacts. Les faits racontés dans le certificat médical doivent être conformes aux constatations faites sur au cours de l'examen clinique. Troisième condition, il ne doit pas être rédigé à la légère car il engage la responsabilité sur les 3 plans. On va voir par la suite les sanctions sur les 3 plans. Il doit respecter le secret médical, ce certificat. Il ne doit comporter que les seuls éléments indispensables pour servir et valoir ce que de droit. Si on va mentionner ce secret-là, on doit attirer l'attention du malade sur éventuelles conséquences. En cas de réquisition, on doit répondre exclusivement aux questions posées, rien que les questions posées. Ce certificat médical ne doit pas être certifié à la légère, car la délivrance de faux certificats ou de certificats de complaisance est interdite et réprimée sur le plan pénal, civil et disciplinaire. Si le certificat cause ou crée un préjudice à un tierce, ce tierce ou cette personne victime pourra en demander réparation au médecin sur le plan civil par le biais de sa sécurité sociale. Une autre condition, justifier la demande et à qui remettre le certificat. Toujours, on mentionne que le certificat est remis en main propre à l'intéressé, sauf dans le cas de la réquisition. Elle est remise aux autorités requérantes. Le cas du mineur ou incapable majeur, elle est remise ou le certificat médical est remis au tuteur légal. Et il est prudent de mettre la formule certificat délivré et remis aux mains propres à la fin du certificat. Pour les conditions de forme de la rédaction d'un certificat médical, on a un certificat qui doit être lisible, notamment pour les non-médecins. Il doit être clair et intelligible, c'est-à-dire un lexique clair, mesuré, c'est-à-dire qu'il doit respecter un plan type, complet, il doit être précis, c'est-à-dire des données subjectives attribuées au malade. Par exemple, dans le cas de notre certificat de médecine légale, toujours on dit, selon les déclarations de l'intéressé, on dit qu'il s'agit d'une victime d'une agression physique ou d'un accident de la voie publique, d'un accident de la circulation. Toujours on met selon les déclarations de l'intéressé. Il doit être loyal, c'est-à-dire des faits réels. Autre condition de forme, il doit être rédigé sur un papier en tête ou un papier libre ou un formulaire préétabli à la main ou informatisé. Ce certificat doit comporter l'identité du médecin, l'identité du malade, la date de l'examen, la date de rédaction, la signature à la main et le cachet. Il doit mentionner les déclarations du patient en les lui attribuant, les lésions constatées et on termine par conclusion. Pour la remise du certificat, je vais répéter. Toujours on remet le certificat en main propre au malade, mais ça existe des exceptions. Ça existe des certificats qu'on peut remettre à des tierces personnes, comme les certificats où se trouve une dérogation légale au secret médical, tels que les certificats des maladies à déclaration obligatoire, le certificat d'internement, le cure de désintoxication, les accidents de travail et maladies professionnelles, sévices à enfants ou personnes handicapées, et les déclarations concernant l'état civil, tels que les certificats de naissance et de décès. Pour les cas particuliers, s'il s'agit d'un sujet inconscient,
on va attendre la reprise de conscience, on va remettre le certificat en main propre au patient. S'il s'agit d'un coma prolongé, il y aura une personne qui veille au propre intérêt du patient. C'est cette personne-là qu'on va lui mettre les certificats. S'il s'agit d'un mineur ou d'un incapable majeur, le certificat doit être remis au tuteur légal. S'il s'agit d'une réquisition, le certificat doit être remis à l'autorité requérante. On va citer quelques rubriques de certificats. On a premièrement les certificats de coups et blessures. Vous n'avez pas fait le stage dans la médecine légale, alors je vais parler d'une manière brève. À notre niveau, dans le service de médecine légale, on a deux types des imprimés. On a le certificat de coups et blessures volontaires, c'est-à-dire les agressions physiques, et les certificats de coups et blessures involontaires, c'est-à-dire les accidents, tout ce qui est involontaire, les accidents de la circulation, les accidents de la voie publique, les chutes, les accidents de travail, les accidents domestiques, les accidents scolaires. Ce certificat-là, en haut et à droite, on trouve maintenant la date, c'est-à-dire il y a une référence, le certificat de coups et blessures volontaires, de coups et blessures involontaires. C'est presque le même imprimé. La première partie, c'est les déclarations du malade, c'est-à-dire une identité du malade, le nom, le prénom, l'âge, l'adresse. Puis, on vient dans le cas du certificat de coups et blessures involontaires, on a le mécanisme, c'est-à-dire accident de la circulation, accident de la voie publique, c'est quoi? On a l'agent vulnérant, par exemple, dans le cas d'un accident de la circulation, c'est l'habitacle. Dans le cas de l'accident de la voie publique, c'est le sol, par exemple. Dans le cas de coups et blessures volontaires, vous avez l'agent vulnérant directement. Par quoi il a été agressé, tout en respectant l'ordre des agents naturels jusqu'à les agents contondants, jusqu'à les agents tranchants. Par exemple, il a été agressé à l'aide de coups de poing, coups de pied, puis pierre, bâton, puis épée, couteau. Ensuite, d'où viennent les certificats initiaux rapportés par le malade, c'est-à-dire l'établissement où il a bénéficié de la prise en charge médicale. Par exemple, le pavillon des urgences du CHU de Batna, par exemple le PH de Ain Touta, le PH de Belika. Est-ce qu'il a bénéficié d'un traitement médical, orthopédique ou chirurgical? Est-ce qu'il a bénéficié d'une hospitalisation? On va mettre le nombre de jours d'hospitalisation. Et en dernier, la date et l'heure de l'agression ou de l'accident. La deuxième partie pour les certificats de coups et blessures volontaires et involontaires, c'est la localisation des lésions. En médecine légale, on divise le corps en tête, face, cou, tronc, c'est-à-dire le thorax et l'abdomen, et enfin les membres. On va pas faire de détails. Le détail, on va faire par la suite. C'est pour l'examen clinique. Pour les lésions constatées, on va faire l'examen de l'extrémité céphalique jusqu'au pied ou jusqu'au membre, tout en respectant l'ordre, la face antérieure avant-postérieure, c'est-à-dire l'extrémité céphalique, face, cou, tronc, membre supérieur, membre inférieur, face antérieure, face postérieure. On va préciser le type de lésion, les dimensions de cette lésion, la coloration par exemple pour les ecchymoses, les dimensions des plaies, est-ce qu'elles ont été suturées ou pas, si ça existe un bilan radiologique, on va le mentionner, et on termine par ce qu'on appelle l'ITT, c'est l'incapacité temporaire de travail. C'est quoi? C'est la période pendant laquelle le malade est incapable de faire ses gestes quotidiens, c'est-à-dire les gestes de la vie quotidienne. C'est pas un arrêt de travail. Pour fixer cette ITT, on n'a pas de consensus. On se base sur la règle des 15 jours pour les coups et blessures volontaires et la règle des 90 jours pour les coups et blessures involontaires. S'il s'agit d'une ITT supérieure à 15 jours, c'est-à-dire à partir de 16 jours, et c'est dans le cas du CBV, et supérieure à 90 jours dans le cas du CBI, c'est-à-dire involontaire, ça va être un délit. Alors, s'il s'agit d'une ITT inférieure à 15 jours ou inférieure à 90 jours, c'est une contravention. Et on va mentionner par la suite, il s'agit de lésions qui vont être le fait d'un agent tranchant, d'un agent contondant, d'un agent thermique, etc. Dans la conclusion, on va mettre le lien de causalité entre le type de lésion et la nature de l'agent causal.
et on va signer et on délivre au malade. Donc, on a dit que le certificat de coups et blessures volontaires, il comporte l'identité du médecin et du malade, l'énoncé des déclarations de la victime, les signes subjectifs, la description des lésions et les symptômes, les examens complémentaires, l'évaluation de l'ITT, la date et la signature manuscrite. Il répond aux règles générales de rédaction des certificats, dont la conclusion se traduit par l'interprétation des faits et l'évaluation de je vous ai parlé de c'est quoi l'ITT. Pour le certificat de naissance. Le certificat de naissance, c'est un certificat obligatoire par la loi. On doit mentionner le sexe, le poids, la taille, le jour et l'heure de naissance pour l'enregistrement à l'état civil. Pour le certificat de décès, c'est un autre certificat obligatoire par la loi. Il comporte une partie nominative où on va identifier le défunt, le médecin, on précise la réalité de la mort, sa nature, sa date, l'heure et le lieu de décès. Cette partie est destinée à l'état civil pour la déclaration du décès et l'inhumation s'il s'agit d'une mort naturelle. Et ça existe la deuxième partie qui est anonyme, qui précise la cause directe du décès. Elle est destinée à la DDS pour éventuelles statistiques. Pour le certificat d'internement. Le certificat d'internement, c'est un certificat obligatoire par la loi. Il doit décrire l'état du malade, c'est-à-dire les symptômes, les attitudes, sans préciser le diagnostic. S'il s'agit d'un placement volontaire, on va mentionner que son état actuel nécessite un placement dans un milieu spécialisé. S'il s'agit d'un placement d'office, on va mentionner qu'il s'agit d'un malade dangereux pour l'ordre public qui doit être interné dans un établissement spécialisé. Pour le certificat prénuptial, c'est un autre certificat obligatoire par la loi pour les deux sexes. Il comporte les résultats de l'examen clinique et paraclinique. Pour le paraclinique, c'est surtout le groupage sanguin, les sérologies, tout en respectant le secret. On doit annoncer les résultats de ces examens à l'intéressé et tout en respectant le secret. Vous avez un formulaire du certificat prénuptial. On a les certificats de déclaration de l'accident de travail. Le premier certificat, c'est le certificat de première consultation qui doit être rédigé en imprimé pré-rempli comportant le siège des lésions, leur nature, la durée de l'arrêt de travail, la date du fait et l'heure. Le deuxième certificat de prolongation et le troisième certificat de dernière consultation en double exemplaire. Vous avez le certificat médical des maladies professionnelles et pour dire qu'il s'agit des maladies professionnelles, on a des tableaux. On a le certificat médical attestant l'intégrité physique et mentale. On a le certificat de vaccination obligatoire. On a le certificat de virginité. Il est facultatif sauf sur une réquisition. Pour les certificats à la demande du malade, on a le certificat de grossesse et le certificat attestant une invalidité. Pour le certificat de grossesse, on doit mentionner la date présumée de l'accouchement. Pour le certificat d'invalidité, c'est un certificat pour aider le malade à obtenir ses droits. Par exemple, vous avez un malade paraplégique qui veut bénéficier d'un logement au rez-de-chaussée. Vous pouvez lui délivrer un certificat médical qu'il présente une paraplégie des membres inférieurs. Il va mettre ce certificat-là dans le dossier du logement. Il va bénéficier d'un logement au rez-de-chaussée. Vous avez les certificats sur réquisition, on va délivrer les certificats aux autorités. Et pour le malade hospitalisé, il doit bénéficier de tous ces documents pour bénéficier de tous ses droits. Pour la responsabilité concernant les certificats médicaux, on a pour la rédaction des certificats, on a l'article 226 du Code pénal algérien, on a l'article 24 et 58 du Code de déontologie algérien. Pour l'obligation de rédaction, vous avez l'article 57 du Code de déontologie algérien et l'article 199 de la nouvelle loi sanitaire.
Pour les conditions de rédaction, vous avez l'article 56 du Code de déontologie algérien. Pour la violation du secret médical, vous avez l'article 301 du Code pénal algérien. Vous avez l'article 124 du Code civil algérien s'il s'agit d'un dommage subi par la victime de la part d'un certificat médical. L'ordonnance médicale, la deuxième partie du cours. Pour l'ordonnance médicale est une conclusion habituelle non obligatoire de l'acte médical. C'est-à-dire cette ordonnance doit être rédigée après interrogatoire et examen minutieux du malade. On ne peut pas délivrer une ordonnance sans avoir interrogé et examiné le malade. Les ordonnances médicales peuvent contenir soit des substances médicamenteuses, c'est-à-dire un traitement médical, ou des actes paracliniques comme demander de faire un bilan biologique ou radiologique, des actes paramédicaux, une kinésithérapie ou des soins infirmiers, soit des règles hygiéno-diététiques. Pour les conditions de rédaction de cette ordonnance médicale, on a les conditions de fond et les conditions de forme. Pour les conditions de fond, avoir le droit d'exercer la médecine. Deuxièmement, avoir vu et examiner le malade. Troisièmement, la prescription ne doit pas se faire dans un but étranger à la thérapeutique, c'est-à-dire c'est un but thérapeutique. Quatrième point, le médecin est tenu dans toutes ses prescriptions d'observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement. On doit réfléchir sur le niveau matériel du malade. On doit toujours prescrire des médicaments efficaces avec un bas prix. Dernier point, le médecin est tenu par le secret professionnel. Pour les conditions de forme, on a un papier en tête du médecin. L'écriture doit être lisible, il faut éviter les abréviations. La prescription doit être détaillée, on doit expliquer au malade la manière de prendre ses médicaments avant qu'il aille chez le pharmacien, lui explique en détail. Pour les substances vénéneuses, ça existe des règles particulières. Il faut toujours préciser l'âge pour l'enfant. Et dernièrement, la date et la signature manuscrite. Pour le dossier médical, il s'agit d'une mémoire écrite des informations cliniques, biologiques, diagnostiques, thérapeutiques d'un malade, individuel et collectif, constamment mise à jour. Parce que tous les jours, on mentionne l'évolution du malade. C'est un ensemble des informations médicales, sociales, soignantes, administratives, permettant d'assurer la prise en charge harmonieuse et coordonnée d'un malade en termes de soins par les professionnels de santé. Ce dossier médical est créé à l'occasion du contact malade-établissement. Pour les rôles du dossier médical, mise à disposition des informations nécessaires pour la prise en charge, le suivi et la continuité des soins. Il assure la traçabilité des soins à travers toutes les actions effectuées. C'est un outil central d'organisation des soins dans l'établissement. C'est un outil de coordination des soins imposés, d'évaluation de l'organisation des soins. C'est un outil de partage des informations par la prise en charge multidisciplinaire. Il permet l'évaluation de la qualité des soins. Il est utilisé pour les communications dans le cadre des recherches et l'enseignement. On va extraire des informations à partir de ce dossier médical et on recherche une responsabilité dans le cas des fautes médicales. Pour la constitution, on a des données sociodémographiques concernant l'identité du patient, la date de naissance, sexe, la profession, l'adresse, le numéro de téléphone. On va trouver le consentement écrit du malade, le numéro du dossier et les coordonnées du médecin. On a des informations concernant le professionnel de santé, la lettre du médecin, le motif d'hospitalisation, les antécédents, les conclusions des examens de l'évaluation clinique, la prise en charge, le dossier d'anesthésie s'il s'agit de chirurgie, compte rendu opératoire. Le dossier des infirmiers concerne tous les actes effectués par le personnel paramédical. Pour la communication du dossier, on doit insister sur le secret médical, c'est-à-dire les informations du dossier peuvent être délivrées à ses ayants droit pour connaître la cause du décès. Le droit à la communication avec le médecin désigné par le patient qui assure la continuité de ses soins, avec le médecin habilité par la loi, avec le patient lui-même et avec les ayants droit. En conclusion, le médecin est investi d'un véritable pouvoir. C'est le témoignage de la confiance de la société envers tout le corps médical.
À cette confiance doit répondre la conscience, l'honnêteté et l'impartialité lors de l'établissement de tout certificat médical.